Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir pourquoi est-ce que je n'achète pas l'action Intel. Et faut savoir que Intel c'est une action que j'ai eue, c'est une des premières que j'avais achetées en 2022 et j'ai fini par la revendre en 2023. Donc je l'avais acheté à 37 $, je l'ai revendu à 36 $. Aujourd'hui l'action est à 20 $, donc pour l'instant ça a l'air d'être plutôt un bon move. Donc voilà, on va regarder pourquoi est-ce que je pense que j'ai fait le bon choix en vendant cette action. Alors, première chose, comme d'habitude, on va regarder mes critères de qualité. Et je rappelle que mon objectif avec la bourse, c'est de me construire un gros portefeuille. Donc ça veut dire investir beaucoup, pendant longtemps et avec une bonne performance. Et pour avoir une bonne performance, il faut que j'investisse dans des actions qui vont faire croître leur free cash flow par action pendant longtemps, si possible des décennies. Et donc pour ça, ça commence par avoir un chiffre d'affaires qui est en croissance. Et là on voit qu'en moyenne sur les 5 dernières années, il a baissé de 5% par an. On voit qu'il y a eu un pic en 2021, 79 milliards. En 2022, 63 milliards et en 2023, 54 milliards. Donc c'est quand même une très grosse baisse. Et là, ils sont revenus à leur chiffre d'affaires de 2013. Donc ils sont revenus 10 ans en arrière. Et je peux accepter une baisse de free cash flow. Enfin, il y a souvent des entreprises qui, à un moment donné, font des investissements qui vont pas durer éternellement. Ça fait baisser le free cash flow. Mais par contre, quand il y a un chiffre d'affaires qui est en forte baisse, là, c'est plus compliqué. C'est pas quelque chose qui peut être contrôlé comme le free cash flow. Et on pourrait aussi avoir un chiffre d'affaires qui est en légère baisse d'une année sur l'autre. Par exemple, ce qu'ils ont eu de 2011 à 2013, je trouve pas ça très inquiétant, c'est très léger. On a ça par exemple sur Apple, il y a eu ça sur un an sur Meta. C'est pas très inquiétant, mais là des baisses de cet ordre-là, c'est beaucoup plus inquiétant. Si on regarde ce que ça donne en trimestriel, le chiffre d'affaires par trimestre, on voit que ça remonte pas vraiment, hein. Le Q2 2024, c'était 12 milliards 8, et si on regarde le Q2 2023, c'était 12 milliards 9, donc encore une petite baisse. Donc premier point négatif, mais très négatif. Ensuite, on passe au deuxième critère, donc c'est la croissance annuelle du free cash flow. Et on voit que là, ça veut dire que leur free cash flow est inférieur à 0, ce qui est mauvais, donc ils perdent de l'argent. On va regarder leur free cash flow par trimestre, ici. Et donc on voit que ça fait depuis le Q4 2021 qu'ils perdent de l'argent à quasiment chaque trimestre. Et c'est pas des petites pertes, hein. On a du moins 11 milliards sur le Q3 2022, alors que leur meilleur free cash flow, c'était du plus 7 milliards 8 au Q2 2020. Donc là, avec un chiffre d'affaires en forte baisse, et en plus, une boîte qui perd beaucoup d'argent depuis maintenant 3 ans, je pourrais en soi presque arrêter l'analyse là, hein. C'est déjà rédhibitoire pour moi, mais on va poursuivre. Donc on a ensuite le ROCE. Donc ça montre la qualité de l'allocation de capital du management, donc est-ce qu'ils savent bien réinvestir les free cash flow du business. Et je veux qu'ils soient au minimum supérieur à 15%, sachant qu'on trouve aussi des boîtes qui ont 20%, 30%, voire plus. Et là on est à 4,43% en moyenne sur 5 ans, donc c'est pas terrible. Alors on voit qu'aujourd'hui en 2023, c'est forcément ils perdent de l'argent, donc négatif, 2022 aussi. 2021, c'était seulement 6,48%. Il y a eu un pic en 2020, 16%, donc c'est pas non plus énormissime. Et avant, ça fait depuis 2012 qu'ils sont passés en dessous des 15%. On voit qu'ils ont eu une bonne période, un âge d'or entre 96 et 2010. Mais voilà, depuis, c'est plus trop ça. Donc ça, pareil, c'est mauvais. Le ROCE, on peut dire que c'est peut-être le critère le plus important pour définir une entreprise de qualité, donc là on n'y est pas. Ensuite on a la dette nette divisée par le free cash flow, donc ça c'est pour savoir en combien d'années Intel peut rembourser sa dette en utilisant ses free cash flow, et je veux qu'ils puissent le faire en moins de 3 ans, sauf que là Intel perd de l'argent, donc si ils redeviennent pas rentables, ils pourront jamais la rembourser, et donc potentiellement risque de faillite à long terme, etc. Et si on regarde comment ça a évolué, on voit que leur dette n'a fait qu'augmenter depuis 2002, mais elle était à des niveaux très corrects. Et c'est en 2021 que ça a atteint 3,7 ans pour la rembourser, donc ce qu'on pourrait encore tolérer, hein, si les autres métriques d'entreprise étaient excellentes. Et maintenant ils perdent de l'argent, donc c'est un critère qui n'est pas rempli à nouveau. Ensuite on a un critère qui est rempli, c'est l'évolution du nombre d'actions. Donc on voit qu'ils rachètent leurs actions, ils ont racheté 10% de leurs actions sur les 5 dernières années. Mais quand on regarde l'évolution, on voit que depuis 2021, ils émettent des actions. Donc comme ils sont plus rentables, ils ont besoin de s'endetter, et ils ont aussi besoin de vendre des actions, ce qui dilue les actionnaires. Donc là, il faut bien séparer la phase avant 2021 et la phase depuis 2021. Si je regarde ce que ça donne aussi en trimestriel, dans le bilan, tout en bas, non, je veux dire dans le compte de résultat, tout en bas, en trimestriel, hop, ouais c'est ça, depuis le Q2 2021,
ils émettent des actions à peu près chaque trimestre. Et s'ils mettent encore du temps à régénérer beaucoup de free cash flow, bah, ils vont être amenés à encore continuer à diluer les actionnaires. Donc ça, c'est pas ouf non plus. Et on a ensuite la marge du free cash flow qui forcément, pareil, n'est pas très élevée à cause des années de perte. Donc 2022-2023, forcément, c'est négatif. 2021, c'était du 11%. Et avant, ils avaient quand même des bonnes marges, hein. Ils ont atteint 27% en 2020, et sinon en moyenne ça devait être du 15-20%. Donc voilà, critère pas rempli, puisqu'aujourd'hui leurs marges sont négatives depuis maintenant 2022. Donc au niveau des chiffres, c'est pas terrible du tout, hein. Le combo forte baisse de chiffre d'affaires, entreprise qui perd de l'argent et forte augmentation de la dette, c'est le combo fatal. D'ailleurs, si on regarde l'évolution vraiment de la dette nette en elle-même, pas juste le ratio, voilà, ça c'est la dette nette qui augmente au fur et à mesure des trimestres. Dette nette, c'est la dette totale moins le cash qu'ils ont de disponible, hein. Donc là, si on regarde le total de la dette, on est maintenant à 53 milliards. Et donc ça veut dire qu'en cash, ils ont seulement 10 milliards et qu'il reste donc 42 milliards de dette nette. Donc ça fait beaucoup. Tu as une dette qui augmente de trimestre en trimestre, qui continue d'augmenter aujourd'hui, mais il y a un chiffre d'affaires qui baisse et un free cash flow qui baisse. Donc voilà, ça sent vraiment le roussi. Donc ça, c'était pour les chiffres. Ensuite, question suivante, est-ce qu'ils ont un moat ? Donc il y a 4 types de mots principaux. Est-ce qu'ils ont une marque forte ? J'ai pas l'impression qu'ils aient particulièrement une marque. Je dirais que non. Est-ce qu'ils ont des coûts de transfert très élevés ? Donc est-ce que c'est compliqué pour leurs clients de passer chez des concurrents ? Je connais pas le business en détail, mais comme ça j'ai pas l'impression intuitivement. Est-ce qu'il y a du network effect ? Pas l'impression qu'ils aient non plus un network effect particulier. Et ensuite, est-ce qu'ils ont les coûts les plus faibles pour pouvoir proposer les prix les plus faibles à leurs clients ? Pas l'impression non plus qu'ils soient concernés par ça. Donc intuitivement, j'avais pas l'impression qu'ils avaient particulièrement un moat. J'ai vérifié en demandant à ChatGPT. Et donc il me dit le mode d'Intel, autrefois solide grâce à sa domination technologique et ses capacités de fabrication, s'est affaibli récemment. La concurrence accrue d'AMD, TSMC et Nvidia ainsi que des retards technologiques ont érodé son avantage concurrentiel. Intel conserve des atouts dans les data centers et l'IA, mais doit innover rapidement pour gagner du terrain. En résumé, le mode d'Intel est en danger, mais il reste récupérable avec une adaptation stratégique et technologique efficace. Donc ça fait une confirmation, et ensuite j'aime bien aller voir aussi Morningstar. Et Morningstar dit qu'il ne donne pas de mot à Intel, que les Return on Invested Capital, donc RO, ROIC, ROCE, tout ça, ont baissé ces dernières années, donc comme on l'a vu juste avant, etc., etc. Donc ça semble confirmer que Intel a pas de moat, il donne même pas un narrow moat, hein. Morningstar, ils mettent 2 niveaux de moat, le wide moat, donc moat large, et narrow moat, donc moat étroit. Mais là, ils considèrent que Intel n'en a aucun. Et un autre point qui m'avait rendu négatif par rapport à la concurrence, c'est le fait que Apple ait arrêté de mettre des puces Intel dans leurs ordinateurs et soit passé par leur propre puce Apple Silicon. Enfin, c'est eux qui conçoivent et c'est TSMC qui les fabrique. Et moi, avant de prendre un Mac Apple Silicon en 2020, j'avais toujours eu des ordinateurs avec des processeurs Intel dedans. J'avais toujours eu des ordinateurs qui chauffent, qui font du bruit et qui n'ont pas des énormes batteries. Et avant, j'étais sur PC, mais je sais que c'était aussi le cas, par exemple, des MacBooks jusqu'à 2019. Et puis tu passes sur un MacBook avec une puce Apple Silicon et tu te retrouves avec un ordi qui fait absolument aucun bruit, qui chauffe absolument pas du tout, et qui peut tenir une journée entière de travail sans le brancher. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis que c'est assez étonnant que Intel, étant spécialisé, arrive à faire des produits qui soient tant en décalage avec ce qui est possible de faire aujourd'hui. Et en plus de ce que ça montre de négatif sur leur capacité à faire des bons produits, c'est aussi tout simplement un énorme client qu'ils ont perdu en perdant Apple. Donc voilà, c'était un point négatif en plus pour moi. Après, un argument qui vient souvent en faveur d'Intel et d'un investissement dans Intel, c'est le fait qu'il puisse être aidé par le gouvernement américain. Mais pour moi, je ne peux pas faire reposer un investissement sur le fait que le gouvernement aide l'entreprise. Si l'entreprise a besoin de l'aide du gouvernement, c'est qu'il y a un problème. Donc pour moi, c'est pas un argument qui fonctionne pour investir à long terme. Et donc après, tout simplement, que ce soit en prenant le mot ou en prenant les chiffres, investir dans Intel aujourd'hui, c'est parier sur un retournement. Donc c'est possible que ce retournement ait lieu, hein. Mais encore une fois, quand on investit à long terme, notre but c'est de mettre les probabilités de notre côté. Et en pariant sur un retournement, on met les probabilités en notre défaveur. Il y avait Warren Buffett qui disait que les retournements se retournent rarement. Et ça me fait penser aux personnes qui veulent habiter dans des quartiers en devenir. Le problème des quartiers en devenir, c'est que en général ils deviennent jamais. Ou alors quand ils sont devenus, soit t'es mort, soit il s'est passé déjà des décennies. Et je pense que c'est pareil d'ailleurs dans à peu près tous les domaines, hein, même les gens que tu choisis dans ta vie, etc. Et en investissement.
Pour moi, il faut choisir quelque chose qui est déjà bien aujourd'hui et question une bonne tendance. Et aujourd'hui, Intel, ça n'a pas l'air terrible. Donc, ne faites pas ça chez vous. Et puis, pour terminer, je rappelle que si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!